Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Des maisons d'accueil et des orphelinats sont de plus en plus peuplés d'enfants abandonnés et qui, au bout de quelques années, notamment à l'âge adulte, décident d'aller à la recherche de leur géniteur. Seulement, le processus est parfois difficile et du coup se retrouve dans la rue ou encore entre les bras des personnes non désirées, du moins pour ce qui est des jeunes filles. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous invitons à rester davantage avec nous jusqu'à la fin de cette édition puisque vous aurez à suivre les témoignages pathétiques de ces cas, des différents cas que nous avons enregistrés, des enfants qui sont à la recherche de leurs parents, pourquoi et comment ces méthodes et le processus en tout cas est à suivre en deuxième partie de ce programme avec nos experts qui seront également là et qui apporteront quelques propositions de solutions à ces difficultés évoquées par ces jeunes. Bienvenue à cette autre édition de Regard social. Elles sont sur ce plateau, ce sont des filles, des fillettes en même temps et même accompagnées bien sûr de leurs nourrices qui comprennent un peu des moments difficiles dont elles font face et dont elles subissent également. Alors vous aurez aussi à les écouter comme bien entendu le cas de Valérie Awa Tchougwa. Bonsoir et bienvenue, vous avez votre micro. Bonsoir. D'accord, vous êtes âgé de 23 ans et vous êtes à la recherche de vos parents. Oui. Depuis quand vous avez eu l'idée? Depuis, enfin j'ai eu l'idée depuis, mais c'est cette année que j'ai décidé. J'avais peur. Avant j'avais peur que quand je vais à l'Equinox, les gens vont me voir, du coup ils vont connaître d'où je viens. Mais vous avez eu le courage à quel moment? Mais j'ai eu le courage en juin. Oui, c'est là où j'ai eu le courage de venir à Equinox. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, c'est quand j'étais malade. J'avais besoin d'une assistance. Mais la personne qui me donnait l'assistance n'était pas là. Et ça m'a vraiment marqué. C'est ça qui m'a plus motivé. Je voudrais rappeler ici que vous avez passé votre enfance dans les orphelinats. Oui, j'ai passé mon enfance dans 3 orphelinats. Oui. Vous êtes parti de la maison, vous étiez âgé de 5 ans par là? Non, 6 ans? 6 ans, entre 7 ans à 8 ans, quand je suis quittée de chez moi. Je suis allée au service, une dame m'a amenée au service social. Et du service social, je suis passée à Rema, de Rema, je suis partie à Sib, et de Sib, je suis passée à Créa. Et c'est à Créa que j'ai fait toute mon enfance. Et je suis sortie de là il y a cela 4 ans. Quand ma maman a eu les problèmes. Votre maman ici, c'est la responsable de l'orphelinat? Ma maman, c'est la responsable, celle qui m'a élevée, quoi. Oui. Celle que vous considérez comme votre maman? Oui, c'est elle que je considère comme ma maman. Mais votre génitrice, vous ne la connaissez pas? Non, je ne connais pas ma génitrice. Et votre papa aussi? Non. Vous avez quand même une idée de comment est-ce qu'il s'appelle? Oui, je connais le nom de mon père, je connais le nom de ma mère. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ma maman s'appelle Missomba Christine. Mon papa s'appelle Kameni Jean-Pierre. Il est de l'Ouest. Et maman, je pense qu'elle doit être Mbo, parce que Mélon, c'est un village de Mbo. Oui, parce que je me suis renseignée. C'est là où on m'a dit que Mélon, c'est chez les Mbo et Kameni, c'est un nom bafan. Comment est-ce que vous avez su tout ça? Vous étiez encore jeune? Puisque la dame qui m'a laissé, elle avait écrit le papier et de temps en temps, quand elle venait me rendre visite à Rema, elle me disait toujours cherche ton père. C'est ce que cette dame, c'était une sœur. C'est ce qu'elle me disait. D'accord. Je reviens à vous dans un instant. Le temps d'accueillir également sur ce plateau Madame Betime Eno Medio. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous ne cherchez pas vos parents, mais vous avez un enfant que vous élevez, vous gardez avec vous depuis quelques années, depuis le décès de sa maman, mais qui cherche les parents ou alors les frères de sa mère et également son papa. Effectivement. Et comment ça? Puisqu'il n'avait pas pu connaître ses parents. Avant que sa mère ne décède, elle n'avait jamais connu ses parents. Bon, elle a donc décidé, comme le père qu'il a reconnu, qui était le mari de sa maman, a voulu abuser d'elle. Bon,
Il a donc eu l'idée que non, maman, c'est déjà un niveau où ma vie serait gâtée. Alors, il faut préciser, il faut rappeler ou alors informer, dire aux téléspectateurs que sa maman est venue en mariage avec elle entre les mains, mais le mari de sa mère l'a reconnu comme son enfant. Oui. Oui. Alors, il est arrivé un problème. Oui. Et c'est de là qu'est parti le souci de chercher ses parents. Effectivement. Mais vous remplacez sa mère parce que sa mère décède quelque temps avant. Oui. Mais vous la prenez comme votre fille. Oui, elle aime vraiment mon enfant puisque je l'ai élevée depuis 2012 jusqu'à présent. Moi et elle, on n'a jamais eu de problèmes. Et elle ne m'a jamais caché la vérité. Nous souffrons nous tous ensemble dans la maison. Tantôt dehors, rejetés, nous dormons dans des vieilles voitures, ensemble. Elle-même voit la souffrance jusqu'à 19 ans qu'elle a aujourd'hui. Bon, comme alors l'homme a toujours voulu alors abuser, elle a décidé que maman, au lieu que ma vie se gâte, je préfère aller là-bas devant. Alors, vous dites que l'homme a voulu abuser, on ne comprend peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'homme, mon mari qui est mon époux, l'a appelé en cachette, voulant lui faire la cour. L'enfant a refusé que non, papa, tu es comme mon père. C'est toi qui m'as élevé, bien sûr, mais tu ne peux pas vraiment abuser de moi. Et je ne vais pas rester avec, je vais faire comprendre ma maman de la maison. Quand l'enfant donc est venu, donc alors me faire comprendre, bon, moi je n'ai pas pris ça comme problème. Bon, à ma grande surprise, l'homme, comme il a vu que vraiment, il est déjà dévoilé devant son épouse, et regardant aussi l'enfant encore dans sa maison, la haine a commencé. Bon, il a décidé qu'il faut que cet enfant dégage de sa maison. Bon, moi aussi j'ai dit non. En tant qu'une mère qui accouche des enfants, puisque mon époux m'avait aussi prise dans son foyer, qui est mon foyer, avec 3 enfants qui ne sont pas le sien. Mais comment moi je vais venir accepter qu'il chasse maintenant un enfant que moi j'ai trouvé dans le foyer, qui n'était pas aussi le sien, bien sûr. Son épouse est morte lui laissant cet enfant, puisqu'il a reconnu comme son enfant. Si aujourd'hui il a voulu abuser de cet enfant et que cet enfant n'a pas accepté, mais comment alors le chasser? J'ai demandé à mon époux que non, ce n'est pas la solution. Laisse tout cela. Bien sûr, le diable a voulu te faire conduire, mais tu n'as pas pu. Moi, je te pardonne, laissons tout ça. Même comme ça, la haine était, il a classé nos choses et mettre dehors que cet enfant sorte de chez lui. Comme moi aussi, j'ai pris le derrière, il a dit qu'il faut que nous partons tous de chez lui. Alors, donc vous êtes sorti de la maison parce que votre mari a demandé à la fille, à son enfant, de sortir de la maison également. Oui. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes avec Patricia sur ce plateau. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes celle qui est concernée aujourd'hui parce que vous êtes d'ailleurs élève en classe de première D, il faut le rappeler. Alors, vous décidez de partir de la maison, pourquoi? C'est volontaire ou parce qu'on vous a demandé de partir? Parce qu'on m'a demandé de partir et parce que aussi je ne pouvais plus supporter la souffrance là. Parce que je ne pouvais plus supporter dormir dehors chaque jour. Surtout quand je ne vois même pas ce que j'ai fait de mal. On nous met dehors et chaque jour, je prends même ça argent de baigner. Et des fois, ils ne rationnent pas, c'est la mère qui se bat toujours pour qu'on mange. Donc quand je regarde tout ça et en plus ce qu'ils voulaient me faire, moi, ça m'a fait ma mère. Je supportais aussi grâce à la mère. Autant pour moi. Mais comme il m'a chassé, je n'avais pas le choix. Mais vous êtes avec lui depuis votre temps d'enfance quand même? Oui. À quel moment la violence commence? Je peux dire qu'il a toujours été comme ça. Toujours, mais il part de mal en pire. Il a toujours été comme ça. Même quand ma mère vivait, même comme j'étais petite, mais il maltraitait ma mère, je le sais. Il maltraitait ma mère, surtout comme elle était aussi maladive. Oui, il a maltraité. Votre maman est décédée et aujourd'hui vous décidez de chercher votre père biologique. Oui. Et les membres de la famille de votre maman. Oui. Alors vous les connaissez? Vous savez où ils sont? Non. Mais je connais quand même quelques prénoms et noms aussi. Bon, je connais juste 2 de mes oncles et une tante. Bon,
il y a tonton Emmanuel et tonton Luc. Et aussi tontine Marie-Claire. Ce sont seulement ceux-là que je connais un peu. Ils sont où, selon vous? Je ne sais pas, mais c'est quand même qu'ils sont à Douala. Mais je ne sais vraiment pas là où ils sont. Vous connaissez le nom de votre papa? Non. Je connais juste pour ma mère. Elle s'appelait comment? Ngoyebga Pauline Françoise. Et elle venait d'où? C'était une bassa. Le nom du village? Boumkok. Boumkok, c'est où? Sans doute certainement dans le Nyon-Ekele ou alors la Sanaga maritime? Voilà, un truc comme ça, Nyon Ekele. Dans le Nyon-Ekele? Oui, je crois, oui. C'est un village du Nyon-Ekele? Oui. Oui. Parce qu'avant d'arriver là-bas, on traverse un grand fleuve, si c'est fleuve. La Sanaga? Oui. Oui, un truc comme ça. Bon, j'étais petite quand j'étais allée là-bas. Oui. D'accord. Et vous n'êtes pas venu seul. De toute façon, vous êtes avec votre nourrice qui a décidé de vous accompagner sur ce plateau. Pardon, et vous dire, je vous en prie, vous connaissez déjà sa vie. Vous ne voulez pas qu'elle parte parce que vous l'avez considérée, vous l'avez adoptée. C'est désormais votre fille et vous avez remplacé, je veux dire, sa maman lorsque sa maman mourait et son père allait vous chercher. Oui. Vous êtes... Oui, monsieur Flavien. Mon rôle ici que je joue, c'est parce que il a voulu mettre cet enfant qui a une marche seulement dans la rue, sans aucun abri. Et lorsque j'ai regardé cela, ça ne m'a pas vraiment donné... Ça a blessé mon âme. Pourquoi? Parce que si j'accepte cela à un enfant, même si l'enfant là n'a pas été la tienne que tu as accouché, demain aussi on fera aussi aux miennes. Bon, j'ai donc alors bon, j'ai dit non, je ne peux pas accepter cela. J'ai donné même le conseil à l'homme que bon, si tu pouvais faire venir, puisque tu dis de ta bouche que tu connais bien là où le père géniteur de l'enfant se trouve et les parents même de sa maman là où ça se trouve, si tu peux les appeler, les amener même ici sur ma cour, même comme je suis pauvre comme tu le dis, moi aussi voyant que l'enfant rentre entre les mains de ses parents et que l'enfant sera à l'abri, ça va beaucoup aussi me donner une joie. Pas que l'enfant a déjà cet âge et marche à la rue, ça c'est vraiment détruit la vie de l'enfant. Mais elle est âgée de 19 ans déjà. 19 ans. Oui. Et elle reste dans des situations troubles jusqu'ici parce que les moyennes qu'elle a à l'école ne sont pas de bonnes moyennes parce que vous passez votre temps à penser à votre papa, que vous ne connaissez pas. Et aussi quand tu veux m'apprendre, c'est là qu'il commence les problèmes, il crie, il gronde, il fouette. Je me demande encore comment je suis même encore normale parce que vraiment, je ne sais pas. Alors, Valérie Awa, vous êtes dans la même situation, mais la seule différence que vous avez grandi dans les orphelinats et jusqu'au jour où vous décidez de chercher vos parents, vous avez peut-être la chance de connaître le nom du père, le nom de la mère. Vous êtes adressé quand même à certaines personnes. Vous êtes allé où entre-temps? Moi, je suis pas allée quelque part. Mais il y a de cela 4 ans, j'ai croisé une femme en Godji qui m'a fait comprendre qu'elle connaît que je suis sa nièce, que je suis l'enfant du petit frère à son papa, donc nous sommes des cousines. De temps en temps, je causais avec la femme et jusqu'à ce qu'un jour, elle m'a dit qu'il y a la réunion familiale. C'est là où je lui ai dit, je ne peux pas me déplacer, je passe à une réunion de Bamneke, donc mon surnommé père n'est jamais venu me voir, c'est impossible. Parce que j'avais fait part de ça, ma maman m'a dit non, il faut que lui-même il vienne vers toi. J'ai toujours attendu la réunion familiale fatiguée, j'appelle, même un jour même j'ai décidé que je vais seulement partir à cette réunion. Le dernier jour que j'ai causé avec elle, elle me dit la réunion se passe au dernier poteau, en Kololo. Et qu'il n'y a pas de souci, à 20h j'appelle. Elle me dit elle va me faire signe quand ils vont arriver, mais jusqu'à aujourd'hui. Et comme j'ai égaré mon téléphone, j'ai aussi égaré son numéro de téléphone. Mais nous sommes amis sur Facebook. Donc c'est ça. Alors, si on vous a dit que votre père s'appelle Kamini et qu'il est de Bafan. Oui, mon papa s'appelle Kamini Jean-Pierre, c'est un Bafan. Vous n'êtes pas allé à Bafan chercher? Non. Parce que je ne sais même pas comment on fait d'abord pour aller à l'ouest.
Je ne sais même pas la route qui mène à lui parce que moi, j'ai grandi à Douala. Je ne me vois pas en train de partir où je ne connais pas. C'est impossible pour moi. Mais j'ai essayé d'aller à Ndobassi, là, pour retrouver, là au carrefour des billes, pour essayer de retrouver la famille de ma mère. Mais quand j'ai essayé, j'ai demandé à un monsieur, parce que je me souviens que quand j'étais petite, là derrière la Texaco, il y avait une maison qui avait pris feu. Et il y avait les albinos parmi. J'ai demandé à ce monsieur, il m'a dit que oui, il connaît très bien l'endroit. Mais après, quand je suis rentrée, quand je parlais à mes soeurs, les deux m'ont découragé. Du coup, j'ai laissé tomber. Jusqu'à un juin que j'ai décidé de prendre les choses en main. Et que non, il faut que je cherche, qu'il importe ce que je vais trouver. Je dis, j'ai. Non, c'est ça. Et comment vous saurez que c'est votre père si jamais Eric Ouattara se présenterait, par exemple, Une chose est à sûre, vous et c'est dit que... qu'il est Une Kameni, chose genre. est sûre, c'est que le sang ne s'ignore pas. Je sais que quel importe où se trouve mon père, si je suis sa fille, quand on va se voir, il y a un sentiment très fort. Donc c'est quelque chose, le sang ne s'ignore pas. C'est ce que je sais. Ça ne s'ignore pas parce qu'il y a une de mes soeurs avec qui j'ai grandi qui a retrouvé sa famille, dont je suis témoin. Donc le sang ne s'ignore pas. Quand vous parlez de votre sœur, ce sont des jeunes avec qui Oui, vous avec étiez, qui j'ai grandi, justement. dans C'est-à-dire une orpheline. des orphelinats, oui. Oui, qui a retrouvé sa famille sur Facebook. Parce que moi, j'ai essayé ma part sur Facebook. Mais le problème, c'est que cette fille, elle est venue, elle était plus âgée. Donc, elle est venue plus âgée par rapport à l'âge sur lequel moi, je suis arrivée à l'orphelinat. Du coup, elle savait déjà qui était sa famille. Quand elle a tassé sa cousine qui l'a retrouvée sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai essayé de taper le nom de mon père sur Internet, mais toute une liste de noms des Bamileke sont sortis. Je ne savais pas donc à qui il fait la demande. J'ai laissé tomber. J'ai même fait la demande à un monsieur qui m'a dit qu'il est au Congo, vu qu'il a le même nom que moi. J'ai dit à ce monsieur, mais comment on peut avoir le même nom? Il me dit, oui, il est Bamileke, mais il n'est pas mon père. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il n'est pas mon père, qu'il est trop jeune pour être mon père, qu'il n'y a pas de souci. Mais il m'a dit qu'il est au Congo. De temps en temps, on discute sur Internet. Ce monsieur a le même nom que moi. Mais maintenant, c'est que lui ne s'appelle pas Kameni, mais il s'appelle Chungwa. Comme moi. La seule différence, c'est qu'il ne m'a pas fini avec le A et ça n'a pas fini avec O. C'est la seule différence. Votre nom intégral, c'est Chungwa Valérie Awa. Chungwa Dodian Valérie Awa. Oui. C'est avec ce nom-là qu'on me reconnaît. Alors, vous m'aviez dit que lorsque vous étiez jeune, on vous appelait Awa. Oui, Pourquoi? dans le quartier où j'ai grandi. Parce que ma mère avait refait sa vie avec un musulman. Oui, du coup, le musulman là m'a donné ce nom. Dans le quartier Ndobassi, tout le monde me connaît sous le prénom Awa. Oui. Oui. Donc, si vous dites, vous rappelez, vous regardez la télé, vous dites, c'est vous Awa, les gens vont vous reconnaître. Oui, je pense surtout le quartier où j'ai fait quelques temps. Parce que j'ai fréquenté l'école Gifo. C'est là en Ndobassi, mais je ne sais pas quel niveau en Ndobassi. Parce que quand j'ai commencé la recherche, on m'a dit qu'il y a Ndobassi 1, il y a Ndobassi 2. Du coup, je me suis découragée, mais je sais que c'est au niveau du carrefour des billes. Et il y a derrière la Texaco, il y a un hôpital catholique là-bas. Et derrière l'hôpital catholique, quand tu marches un peu, il y avait une maison qui avait pris feu. C'était une maison en bois. Et lorsqu'on est venu vous accompagner à l'orphelinat, la personne qui vous a laissé là-bas n'a pas donné son nom, n'a pas Je connais pas cette dame, mais je sais que c'est une sœur. C'est une sœur. C'est une sœur qui m'a remis au service social. Et le service social m'a remis à un monsieur de l'orphelinat. Donc je suis passée dans 3 orphelinats. Vous avez déjà une maman aujourd'hui. Pourquoi vous cherchez vos parents? J'ai une maman dont je suis très fière. Mais tu sais, même si tu as une maman comment, il faut toujours connaître d'où tu viens. Pour ça, je n'ai même pas besoin d'une autre maman. Parce que celle-là, je suis vraiment fière d'elle. Mais j'aimerais connaître d'où je viens. Parce que quand j'étais petite, quand je vois mon nom, je vois le nom de mes grandes sœurs. Ça me dérangeait un peu. Et même mes camarades de classe me taquinaient avec ça. Que regarde-moi la Bamileke ici qui a le nom des Bafia, qui a le nom des Yabassiens. Parce que ma mère est Bafia, mais elle est épousée un Yabassien. Du coup, on me taquinait avec ça à l'école, que je n'ai pas le même nom que mes sœurs. C'est juste pour ce nom-là. Sans ça, c'est que je ne vois pas l'importance. Et en même temps, vous êtes âgé de 23 ans, c'est oui, votre âge normal? C'est 10. Ou alors... Le problème, c'est quoi? Sauf mon géniteur peut me donner
mon âge. Parce que l'âge que j'ai, c'est un acte que maman m'a fait. Donc, je peux dire que je ne connais pas. Et là, c'est l'âge que maman a estimé et elle m'a donné. Alors, cet âge-là vous donne 23 ans. Oui, cet âge et me donne 23 ans. cette année, le c'est 10. votre anniversaire. Oui, la Ce semaine mois de prochaine. décembre. Le Voilà. 10 décembre, j'ai 23 ans. Vous auriez souhaité fêter votre anniversaire avec vos parents? Oui, Posez une j'aurais idée. souhaité fêter mon anniversaire avec mon père. Mais hélas, Mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que tout ce que Dieu fait est bon. oui. Vous allez regarder cette caméra, vous donnez le nom de votre père, vous donnez le nom de votre maman et votre petit nom, Awa. Vous rappelez tout ça, certainement que quelqu'un va vous reconnaître et on pourra sans doute signaler à votre papa que vous êtes sur Equinox en ce moment. Je m'appelle Thiongwa Dodian Valérie Awa. Papa s'appelle Kamenye Jean-Pierre et maman s'appelle Missomba Christine. À l'époque, papa habitait à Yaoundé, au quartier Etoji. Et la petite sœur de papa habitait à Deidou. Et elle avait les machines chez elle. Je pense que ça pouvait être une couturière à cette époque-là. Et je sais qu'elle a une fille dont j'ai oublié son prénom, mais sa fille, si j'ai 23 ans et que 23 ans c'est vraiment mon âge, c'est que sa fille peut avoir 26 ans. Parce qu'elle pouvait être mon amie de 3 ans. Oui, je me rappelle que je jouais bien avec sa fille quand j'étais enfant. Et votre petit nom, Awa? Oui, mon petit nom avec les gens, le nom sur lequel les gens du quartier m'appelaient, c'était Awa. Ouais, c'est beaucoup plus ce nom-là qu'on m'appelait au quartier. Vu que maman avait refait sa vie avec un homme musulman. Mais je ne connais pas le nom de ce monsieur. Vous avez espoir que un jour, vous allez rencontrer vos parents? Oui, j'ai espoir. Vous me l'avez dit quand même. Oui, j'ai espoir de rencontrer surtout mon père. Parce que je ne sais pas pourquoi, sans le connaître, je l'ai toujours aimé. Je ne sais pas pourquoi, il y a les moments où je me lève la nuit, j'ai fait des songes, que j'ai rêvé de mon père, que je l'ai vu. Et je commence à être fière. Il y a les moments où je commence même à pleurer. Non, c'est ça un peu. Mais je sais que mon père, c'est un homme bien. Et ma prière, depuis que j'ai décidé de chercher mon père, ma prière a toujours été que tant que mon père ne me retrouve pas, il ne meurt pas. Et je sais que je ne peux pas accepter cela tant qu'il ne m'a pas vu. En plus, vous m'aviez dit que vous cherchez aussi, ou alors vous espérez qu'un homme viendra vous chercher et qu'il faut quand même qu'il y ait... oui, et si Dieu me bénit demain que j'ai un homme, sécurité. j'aimerais que mon père... C'est vrai, il y a déjà une sécurité concernant ma mère, mais c'est toujours bien quand le père est là, parce que mon père peut dire non. Il peut taper la main sur la table et dire non. Parce que seuls tes parents savent ce que leur fille a besoin. Donc c'est ça. D'accord. Alors, Patricia, vous êtes avec nous sur ce plateau également. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vous regardent? Vous cherchez votre papa, vous cherchez également les membres de la famille de votre maman, mais elle est décédée de toute façon. Oui. Oui. Et vous leur dites quoi? J'ai dit que bon, j'ai vraiment envie de retrouver mon père et la famille de ma mère. Parce que bon, comme elle venait aussi de dire, c'est un rêve que j'ai toujours rêvé. J'ai toujours voulu rencontrer mon père. Moi-même, j'ai prié que Seigneur, ne fais pas que mon père meure sans qu'il ne me voie et que je le voie. Et j'ai aussi une question. Quand je vais retrouver mon père, je vais lui demander pourquoi il m'a abandonné, pourquoi il n'a pas cessé de se battre pour moi, pourquoi il n'a pas cherché à me trouver, pourquoi il a arrêté de me chercher. Donc c'est autant de questions que je me pose. Mais j'espère vraiment que je vais les trouver. J'espère vraiment. Et vos oncles aussi? Eh oui, mes oncles, surtout mon tonton Emmanuel, parce que c'était mon tonton préféré. Oui. D'accord. Alors, Madame Betcheme et nos médias, nous allons nous séparer. C'est le même message aussi, puisque c'est vous la maman de Patricia en ce moment. Oui. Le message reste le même, c'est-à-dire que ses parents, ceux qui suivent ce programme, et s'ils ont reconnu l'enfant, vous n'avez pas donné votre nom. Donnez tout le nom, certainement que quelqu'un pourra le reconnaître. Je me nomme Bakayeno Patricia Flor. Oui, c'est ça. Et le nom de la maman, tu as donné?
Oui, votre maman, vous vous rappelez quand même? Oui, je me rappelle du nom de ma mère. Ma mère s'appelait Ngoyebga Pauline Françoise, parce qu'elle est déjà décédée. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Parler à ceux-là qui nous regardent tous en ce moment et qui nous écoutent aussi, parce que certainement que vos parents sont quelque part dans la nature et en suivant ce programme, ils vont se manifester sans doute. Merci à vous d'être venu accompagner Patricia. Merci également à vous, Awa. Vous restez avec nous parce que nous allons inviter les téléspectateurs à vivre des moments aussi importants puisque nous sommes allés dans votre environnement immédiat, suivre un peu comment vous vivez et comment est-ce que vous marchez au quotidien à la recherche des membres de votre famille. C'est dans un reportage qui a été réalisé avec la caméra de l'inépuisable Samuel Toufa, le chef opérateur de ce programme, une voix de Julienne Bertibissaï avec une touche particulière de Danny Warrens II. Juste après, nous allons accueillir des experts. Sous le ciel du carrefour d'Okoti à Douala, alors que le jour se lève à peine, dans la foule, une jeune femme adossée sur une tablette toute pensive. D'où elle vient, où elle va, elle est née. Au milieu de cette foule en mouvement, Tchougwa Dodine Valérie Awa cherche désespérément ses géniteurs. La motivation naît en 2015. Sans lendemain. Pitié, pitié. Pourquoi m'avoir laissé? Il y a un événement dans ma vie qui m'a marqué où j'avais vraiment besoin de ma maman. C'était en 2015. Quand j'étais malade, j'avais l'éclampsie. En 2015, j'avais vraiment besoin de ma maman à ce temps-là. Et dernièrement encore, la typhoïde m'a attrapée. C'est vrai, par la grâce de Dieu, ça va déjà, mais j'avais vraiment besoin d'un soutien moral. Il y a des moments où je me sens seule. Et je sais que sur cette terre, il y a les choses que seule ta mère peut faire, qu'aucune femme ne peut faire des sacrifices pour toi. Donc il y a les moments où quand j'étais malade, je disais que ouais, si maman était là, c'est que peut-être qu'elle s'occupe de moi. C'est peut-être que maman fait ça, maman fait ça, maman fait ça. Parce que quand je vois les autres enfants avec les mères, ça me fait souvent mal. Ça me fait vraiment mal. Mais comme je ne peux pas exprimer, je garde ça pour moi. Je reste tranquille. De l'orphelinat, j'étais obligée de m'établir un acte de naissance. En cette époque-là, je pouvais avoir, parce que je ne connais pas mon âge exact, mais je pouvais avoir 6 ans à 7 ans, vu ce qu'on m'a dit. Et maintenant, j'en ai 23 et mon anniversaire, c'est le 10. C'est-à-dire le mois prochain, la semaine prochaine, le 10 décembre, je vais avoir mes 23 ans. Vu qu'il n'y avait pas de souche, maman était obligée de m'acquérir un acte de naissance, vu qu'on connaissait là le nom de mes parents. Maman s'appelle Missomba Christine. Et son village, c'était Milon. Donc, c'est-à-dire c'était un beau. Et papa s'appelait Kamini Jean-Pierre. C'était un Bamléké, un Bafang, qui vivait à Yaoundé à l'époque, au quartier Etoji. Et maman, à l'époque, elle vivait à un village, là, en Dorbassi, là, au carrefour des Billes. Là, derrière la Texaco, il y a un hôpital là-bas. Je sais qu'après l'hôpital, on entrait dans le quartier, il y avait une église catholique là-bas. Donc, c'est là-bas que je vivais avec maman à l'époque. On m'appelait Awa puisque ma maman avait épousé un musulman. Et c'est cet homme qui voulait s'occuper de moi. Mais mes mères avaient dit que je ne suis pas son enfant. Il n'a pas le droit de s'occuper de moi. Du coup, il a laissé tomber. Et par rapport à ma grand-mère, je sais que la dernière fois où j'ai eu de ces nouvelles, c'est quand à peine je venais d'entrer à l'orphelinat. Il y a une fille que j'avais tamponnée. Quand j'allais acheter le pain avec l'une de mes grandes soeurs de l'orphelinat, elle m'a reconnue, elle m'a dit « Mais avant, on te cherche partout, on a même déjà fait ton deuil. Ta méchante grand-mère est décédée comme les autres. » J'ai grandi dans un coin où il y a beaucoup d'enfants. Du coup, on nous appelait les orphelins là. Mes soeurs et moi, c'est comme ça qu'on nous appelait. Quand on passait, on nous pointait du doigt. Regardez-moi des orphelins là, regardez-moi des orphelins là. On c'était ça. Et quand j'expliquais ma situation à une amie,
Elle trouvait ça pour un sujet de moquerie. Et moi, ça me faisait mal. Du coup, j'avais décidé de ne plus jamais parler de ma vie à quelqu'un. Donc c'est ça, mais quand je suis venue louer mon bailleur, j'ai fait les factures, mais il n'a jamais su d'où je viens. Peut-être que c'est demain, s'il regarde Equinox, qu'il va connaître que donc j'avais une orphelinat à la cité. Mais mon bailleur ne connaît pas mon histoire. Son engagement à poursuivre la recherche de ses parents ne s'extompe pas jusqu'ici. Elles sont de toutes les voies et en tout lieu. Je suis à la recherche de mes géniteurs, parce que tous les parents, j'en ai déjà. Et maintenant, je veux connaître d'où je viens, qui sont mes parents. On t'avait laissé à l'orphelinat à quel âge? Vers 6 ans. Ah, donc, on ne te dit pas ta provenance jusqu'à l'heure. Non, je connaissais, on m'avait dit, la dame qui m'avait remis à monsieur Simon, elle avait écrit un bout de papier. Et de temps en temps, elle venait me rendre visite, elle me demandait toujours de rechercher mon père. Parce qu'apparemment, la famille de ma mère avait fait quelque chose à mon père. Du coup, mon père a retiré ses filles en disant que je devais le chercher tôt ou tard quand je devais grandir. Et présentement, on t'avait dit quand même de quelle tribu tu es. Oui, je connais ma tribu, je connais le nom de mon père, je connais le nom de ma mère. Ah, donc on t'a dit que tu étais Mbo? Oui, je suis Mbo. Mbo de Mélon. Ma mère est Mbo de Mélon. Ok, donc là. Et papa est Bamileke, Bafam. Bafam de quel village? Moi, je sais seulement que papa, le nom de papa, c'est Camille Jean. Valérie Awa ne garde pas que de mauvais souvenirs de sa vie d'enfance. La responsable du dernier orphelinat qui l'a accueilli reste celle qui l'aura marqué. C'était là le quotidien de Valérie Awa que vous avez suivi à travers ce reportage qui a permis également de découvrir aussi bien d'autres choses et entendre également des témoignages aussi pathétiques. Vous aurez l'occasion de suivre nos experts dans un instant qui vont apporter des propositions de solutions à ce cas.
ces enfants qui cherchent leurs parents, leurs géniteurs depuis des années durant et qui sont passés soit dans les maisons, je veux dire dans les orphelinats et aujourd'hui, après plusieurs années, parce que déjà adultes, il faut se chercher, retrouver les membres de la famille. Sur ce plateau avec nous ce soir pour commenter et avoir également une idée de ce qui pourrait être fait pour retrouver les parents de ces enfants, nous avons Maître Mafetgo Clémence. Bonsoir, vous avez votre micro. Oui, bonsoir Flavien. Vous êtes avocate au barreau du Cameroun et à la Cour pénale internationale, défenseur des droits de l'homme également. Oui, Flavien, c'est exact. Voilà, vous avez suivi le reportage, les témoignages également en première partie. En tant que mère, ou c'était ou alors quel est oui, j'avoue que le témoignage des deux enfants que j'ai suivis, c'est vraiment poignant, ça fend vraiment le cœur. C'est avec beaucoup de rigueur que moi, je n'ai pas coulé les larmes. Je suis persuadée que ça a été la même attitude pour les dames ou les autres téléspectateurs qui suivent l'émission, parce que c'est toujours difficile de vivre sans savoir d'où on vient. Parce que lorsque les problèmes de la vie vous coincent, il ne faut que certaines personnes ou des personnes ayant une certaine affinité avec vous pour vous suivre dans le chemin de la difficulté. Et lors du témoignage de Awa, elle vous a dit que c'est lorsqu'elle avait l'éclampsie qu'elle s'est le plus rendue compte de ce qu'il fallait, une relation liée à ses entrailles. Donc, j'ose croire qu'avec cette émission qui est suivie sur le plan mondial et sur le plan national, naturellement, le fameux père Bafan sortira de sa cachette, s'il s'est caché, ou que les autres membres de la famille pourront l'aider à retrouver sa famille primaire. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il y a Pauline Matim Simo. Bonsoir. Bonsoir, Flavien. Et bonsoir aux téléspectateurs. Oui, merci. D'accord. Alors, vous êtes présidente de l'association Femmes et Enfants, oui, et spécialisée dans la santé de la reproduction, en effet, juriste formatrice également. Oui. Tout ça, c'est pour vous? Oui, c'est pas beaucoup, hein, mais je pense que, vous voyez, quand vous parlez de santé de la reproduction, je suis en pleine campagne parce que, vous savez, depuis 4 ans, le ministre de la Santé a décidé que c'est le mois du sida, alors nous sensibilisons à temps et à contre-temps. Donc, j'invite tous ceux qui me suivent à faire leur test. C'est quoi le test? Quand c'est positif, c'est comme ça. Quand c'est négatif, on vit avec son sida. Et vous pouvez le faire dans les hôpitaux de référence, les hôpitaux régionaux, les centres de district, les centres de santé, et tout. Il ne faut pas avoir peur parce qu'aujourd'hui, la prise des antirétroviraux rend les personnes indétectables et intransmissible. Alors j'invite chacun en ce qui le concerne à passer par son test de dépistage parce que avec le sida on peut vivre. Le message est passé, on l'a compris que nous sommes en décembre, c'est le mois de décembre également, puisqu'on parle de ça également, on parle du VIH, le sida et autres, c'est le mois bien entendu. Oui. Vous avez suivi le reportage, vous avez également écouté des témoignages sur ce plateau de ces enfants qui sont à la recherche de leurs parents. Oui, oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est vrai que c'est assez pathétique, mais je pense que rien n'est perdu parce que dans le cas de la première, Patricia, on peut remonter. Parce que vous voyez, en l'état actuel des textes camerounais, vous ne pouvez pas garder un enfant dans un orphelinat sans avoir ses origines. Tout est tracé. Il suffit d'aller à l'orphelinat, dans les orphelinats où elle est passée, on va tout remonter. Un assistant social ne peut pas prendre sur lui de placer un enfant sans avoir fait ce qu'on appelle dans le jargon une enquête sociale. C'est très important. Oui, vous allez développer tout ça tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir aussi sur ce plateau Dr Rogain Fotso. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes anthropologue et enseignante également à l'université de Douala. Tout à fait. Beaucoup plus sensible aussi lorsqu'on parle des questions des femmes, des enfants et autres.
Oui, tout ce qui porte sur la cause humaine ou le sort de l'humain m'interpelle. Donc, on a regardé tous la situation de Patricia et Awa, mais sauf que là, c'est pas la télé, c'est vraiment leur vécu. Et c'est le vécu de plusieurs autres enfants dans notre société. Donc, c'est pas un fait divers, quoi. C'est de la réalité. Oui, et ça fait mal quand même de le savoir qu'on a, qu'on a un enfant quelque part, et sans savoir où il se trouve, ou encore que l'enfant pense qu'il a un parent quelque part, sans savoir exactement. C'est dur de vivre cette vie-là. Oui, c'est dur, mais malheureusement, c'est l'enfant qui paye le plus souvent le lourd tribut de sa venue. Parce que quoi, parfois, on va incriminer personne. Il y a des situations où c'est la mère qui ne veut pas que le père ait accès à l'enfant, et des situations où le père n'est même pas au courant qu'il a un enfant, et des situations où le père effectivement fuit ses responsabilités parce qu'il a peur d'assumer. Et le drame, c'est que lorsque la mère est celle qui empêche l'enfant de rencontrer son père, ou alors les parents qui sont tout autour, parce qu'un enfant a besoin de connaître sa filiation, parce que c'est cette filiation-là qui donne l'identité aux individus. Lorsqu'on empêche l'individu de vivre avec cette filiation, ça ne peut que produire des situations de mal-être pour ces personnes et des déséquilibres dans la vie de ces différentes personnes. Alors, vous comprendrez ce soir que c'est une émission exclusivement femmes, parce que ces invités ne sont que des femmes qui vont également parler des questions des femmes, puisque les cas que nous avons, ce sont des femmes également, des filles. Et là, il y a aussi des garçons qui sont dans la même situation, mais qui ne sont pas venus sur ce plateau, qui sont également quelque part, qui suivent ce programme. Donc ça concerne tout le monde, ces enfants qui cherchent donc leur géniteur. Alors, Maître Mafetgo, voilà une situation, cet enfant, par exemple, Patricia, ou encore Awa, précisément, qui connaît les noms de ses parents, le père, la mère, mais qui ne sait pas où se trouvent ses géniteurs. Elle s'est retrouvée à l'orphelinat, peut-être à l'âge de 6 ans, comme elle-même le dit, mais elle se souvient quand même des noms des parents. C'est dire que la personne qui allait la laisser à l'orphelinat lui a laissé au moins des noms, ou encore accepter, inscrire les noms de ses parents sur un bout de papier, et peut-être aussi donner aux responsables de cet orphelinat. Oui, Flavien, dans le cas de Awa, j'ose croire que le nom qu'elle a est effectivement le nom de son père, parce qu'elle déclare qu'elle avait 5 ou 6 ans à l'époque. 7 ans 7 ou 6 ans. Donc je suppose connaît pas beaucoup, elle ne sait pas trop. Donc je suppose que le nom Kameni Jean-Pierre, dont je ferai également l'effort de chercher à mon niveau, que Kameni Jean-Pierre est effectivement le nom de son père. Et là, sur le plan juridique, elle ne peut passer que par la procédure de recherche de paternité, qui sont des actions qui peuvent être exercées soit par la mère, soit par l'enfant, lorsque l'enfant devient majeur. Par la mère lorsque l'enfant est mineur, et par l'enfant devenu majeur. Dans le cas d'espèce, la mère est décédée, donc la seule personne qui puisse engager cette action, c'est elle-même. Alors, en quoi consistera l'action? Ce sera de rechercher le Kameni Jean-Pierre en l'espèce par des témoignages, par des éléments de preuve, soit si elle a des photos avec ce Kameni. Et il n'y a que les éléments factuels qui puissent faciliter le contact de ce Kameni Jean-Pierre. Même Equinox est déjà un très grand apport pour qu'elle puisse retrouver son parent, son père en l'occurrence. Donc, s'il arrive qu'un certain Kameni se présente, parce que comme le monde est devenu ce qu'il est, un monsieur qui la trouve belle peut se présenter à elle et dire que c'est un Kameni. Si elle ne ressent pas le Kameni en question, elle peut demander le test ADN pour être sûre qu'effectivement le monsieur qui se présente à elle, c'est effectivement son père. Donc nous avons les éléments factuels, nous avons également cette possibilité biologique qui lui permet d'établir effectivement que le monsieur qui se présentera à elle est son père.
Donc voilà en ce qui concerne l'action qui lui reste. Et je salue vraiment l'intervention d'Equinox dans ce cas parce que Equinox est largement suivi et je suis persuadée que dans le Oncam où provient ce Kameni Jean-Pierre, dont je ne manquerai pas de prononcer le nom partout où je me trouve, pourra se manifester. Avec un peu de chance, il serait encore en vie ou ne serait-ce qu'un membre de sa famille. Donc que le Kameni Jean-Pierre sorte de sa cachette et qu'il revienne retrouver son enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Alors, je vais dire que moi, je vais intervenir en disant qu'il ne faut pas incriminer le sieur Kameni parce qu'on n'a pas tous les éléments du puzzle. Ce n'est pas sûr qu'il soit caché. Parce qu'on ne sait pas si la mère de son côté a dit qu'elle attendait l'enfant et il a fui ses responsabilités. Il serait souhaitable d'avoir sa version des faits et certainement ceux de ses amis pour vraiment dire si il se cache ou pas. Parce que je peux vous dire qu'il y a plusieurs hommes qui sont pères et ne savent pas qu'ils sont pères. Parce qu'à un moment, quand la jeune femme tombe enceinte, elle n'est peut-être pas sûre de son partenaire, elle n'est pas certain qu'il va accepter d'assumer la paternité et elle préfère, parce qu'elle ne veut pas, entre guillemets, avoir des problèmes, s'éloigner sans jamais crier garde. Et le souhait pour celles qui sont dans cette situation, c'est d'apprendre à dire la vérité à leurs enfants et non raconter dans le sens où ce sont elles qui auront raison. Parce que les mamans sont nombreuses à avoir cette attitude-là, à peindre le père géniteur comme le plus mauvais, le plus méchant et autres. Moi, j'ai des cas où l'enfant a été reconnu, mais après le décès du père, la fille a complètement disparu. Mais elle sait bien qui sont ses parents, mais elle n'a jamais voulu aller vers ses parents. Donc, ce n'est pas bon d'incriminer tout de suite. Alors, Pauline, Machim, si vous voulez Oui, réagir. je voulais également ajouter que les hypothèses sont très variées. Il y a également des cas dans lesquels les mamans décident d'attribuer la paternité à un homme qui est riche. Absolument. Et c'est très bien que le monsieur dont elle indexe comme père n'est pas le vrai père. Elle impute un faux père à l'enfant. Et à un certain moment, il y a des rebondissements. Et là, dans ces conditions, le père qui a été imputé à l'enfant ou qui a été imposé à l'enfant peut, si le cas se déclare plus tard, exercer une action en remboursement des impenses qu'il aurait fait sur son enfant. Donc, les hypothèses sont variées. Les hypothèses sont vraiment variées. D'accord. Alors, Pauline, Machim, je voudrais que l'on restitue un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les témoignages. Pour ce qui est d'Awa, elle dit qu'elle était tiraillée, en tout cas, son père et sa mère ne vivaient pas ensemble. Oui. Parce qu'il y avait déjà ce problème. Oui. Alors, c'est dire que le père était de son côté, la maman de son côté également, qui est aussi allée rencontrer quelqu'un d'autre, mais elle était plus avec sa grand-mère. Oui. Et au moment où le malentendu survient, elle profite de partir, de disparaître parce qu'elle ne voulait plus subir les atrocités, en tout cas de tous les jours, posées par sa grand-mère. Elle se retrouve justement à l'orphelinat. Oui. Donc on ne peut pas dire que Kameni serait parti sur la pointe des pieds. Justement, Kameni n'est pas parti sur la pointe des pieds. Donc ce qui a lieu de regarder ici, c'est comment est-ce qu'elle arrive à l'orphelinat. Pourquoi va-t-elle voir la religieuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand elle arrive chez la religieuse l'amène au service social. Alors, le service social, justement, a dû relever l'identité de la religieuse. Et ensuite, avant de la placer à l'orphelinat, il a dû faire une enquête sociale. Et tous ces papiers sont authentiques. Ils existent quelque part. Il faut les retrouver. En les retrouvant, on va certainement remonter à la religieuse et dérouler tout le contenu. Parce que vous voulez nous dire quel est le processus, justement? Oui, c'est de rentrer déjà à l'orphelinat. Il faut rechercher son enquête sociale. Parce que les assistants sociaux, en fait, sont des fonctionnaires assermentés qui font des enquêtes qui sont des preuves probantes qu'on ne peut pas contester. Alors, il faut retrouver cette enquête sociale-là. Et si cette enquête sociale n'a pas été faite, franchement, il faut attraire cet orphelinat au tribunal. Parce que c'est le dossier fondamental. Sinon, qu'est-ce qui prouve qu'elle est orpheline? Il faut pouvoir prouver. C'est ça. L'orphelinat, le Cameroun cherche à protéger les enfants. Alors, le propriétaire, ou du moins les promoteurs d'orphelinat doivent pouvoir prouver que ces enfants
ont des dossiers, je ne les ai pas volés, je ne les ai pas ramassés dans la rue. Encore qu'un Camerounais n'a pas le droit d'amener un enfant, fût-il un fœtus qu'il a rencontré dans la poubelle, n'a pas le droit de le ramener chez lui. Il faut passer toujours par des autorités compétentes. Il y a la police, la gendarmerie, voilà comment ça se passe. Et ceux-là, avant de placer, ils font des enquêtes sociales. Ça, c'est reconnu. Donc, si elle n'a pas d'enquête sociale, alors, il faut punir justement les orphelinats qui auraient agi par abus. Alors, elle a parcouru trois au total, c'est ce qu'elle nous dit. Le premier avait, après quelques temps... Réma. Pardon? Oui. Oui, prenez le micro. Cameroun. Vous avez un micro avec vous. Oui, j'ai parcouru 3 orphelinats. Oui. Réma Cameroun, à cette époque, pour les filles, c'était en Kouloulou. Et après, le monsieur a transformé sa paix, il a fait ici. C'était à Lopom. Après, il a eu les problèmes, il est parti en Guinée. Il y a maintenant maman qui est venue, elle a créé sa part, Créa. C'est où j'ai grandi. Et Créa est basée où? Créa n'existe plus. Ça n'existe plus. Créa a fermé. Mais justement, ces gens doivent pouvoir, je ne sais pas ce qu'ils font. Créa a fermé parce qu'il y a eu un malentendu. Okay. Oui, il y a eu un malentendu, donc je ne veux pas parler de ce sujet. D'accord. Oui. Moi, je voulais dire que ce que Madame Mathieu dit, c'est pas faux, mais faut pas... Ça, c'est le côté paperasse. Mais il me semble que plusieurs agissent apparemment, comme dans son cas, par souci de bonté, sans forcément passer par... Parce qu'à aucun moment, elle n'a dit être orpheline. C'est nous qui ne savons pas si ses parents, le père et la mère vivent. Mais par contre, c'est Patricia qui sait que sa mère vit. Donc, sa mère est décédée. Que sa mère est décédée, autant pour moi. Donc, l'aspect qui consiste à porter plainte, je ne suis pas sûre vraiment que ça aboutisse. Pas parce que je ne fais pas confiance à la justice, mais il y a des cas, on l'a regardé l'une de vos émissions, je crois que c'est Femmes qui passe le mardi, où il y avait 4 mamans qui sont toujours à la recherche de leurs enfants, qui certains ont été enlevés dans les orphelinats. Donc, il ne suffit pas, ce n'est pas parce qu'on est dans un orphelinat que il y a toujours ce tracé. On a même retrouvé dans son cas les traces, mais la personne qui élève l'enfant, l'un des enfants refuse que les mères ne puissent se rencontrer. Donc cet aspect-là n'est pas l'aspect majeur, mais davantage que s'il y a des téléspectateurs qui reconnaissent Awa, qui puissent, à partir des numéros qu'on affiche souvent à la fin de l'émission, contacter Equinos, comme ce fut le cas de cette Monique, je crois, qui a retrouvé ses enfants à Douala. Le cas que je trouve plus pathétique, c'est le cas de Patricia. Parce que Patricia n'a plus sa mère et elle ne connaît pas son père. Mais elle a quand même le nom de sa mère, je crois, la défunte Ebga. Il serait intéressant aussi que les familles, sa famille maternelle puisse se présenter et pourquoi pas sa famille paternelle. Parce qu'en réalité, que nous soyons reconnus, comme je dis souvent à mes étudiants, par nos parents ou pas, nous venons de quelque part. Et c'est donc à ceux qui vivent de jouer leur rôle. Parce que la souffrance de ces deux vient du fait qu'elles ont eu des manquements dans leur vie. Si elle n'avait pas eu de manquement, à aucun moment donné, elle n'aurait cherché à savoir véritablement qui est leur vrai père ou qui est leur vraie mère. Mais ce sont ces manquements ou ces manques affectifs et autres qui les amènent à s'interroger. Parce qu'elles se disent toujours, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'ai quand même observé autour de moi le vécu des enfants qui sont des enfants qui ne vivent pas avec leurs parents. Parce que c'est aussi l'occasion pour moi d'attirer l'attention de ces personnes qui prennent les enfants, ça peut être des sœurs, des nièces, des neveux, pour élever. Moi, je les exhorte à véritablement jouer le rôle de parents. Parce que quand on ne joue pas le rôle de parent, cette personne qui est élevée n'a pas de véritable repère et a souvent des problèmes affectifs. Or, très souvent, quand on observe, ces enfants-là grandissent comme une plante dans la maison. On sait simplement qu'on lui donne à manger. Qui est un enfant? Pardon, oui, on sait qu'il y a un enfant dans la maison. Ce qui fait que même si on grandit avec d'autres, il n'y a pas ce lien affectif qui peut exister entre des frères et des sœurs. Donc, il serait souhaitable que ces parents qui pensent qu'ils rendent service aux membres de leur famille, qui rendent service de manière complète, pas
pas laisser l'enfant pousser, l'enfant grandit. Et après, on veut... et après, ça crée des problèmes. Donc, que ces différents parents puissent vraiment se signaler afin qu'elles puissent coller un visage, un nom au visage qu'elles voient dans leurs rêves ou alors tout ce qu'elles imaginent dans leur quotidien. Vous avez voulu dire quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que dans les orphelinats, il n'y a pas que d'orphelins. Vous voyez, il y a des enfants à besoins spéciaux, par exemple, faits par les parents aussi à besoins spéciaux. C'est-à-dire, vous avez un parent handicapé mental qui a fait des enfants. Vous avez des parents très, très pauvres qui ont fait des enfants. Alors, parce qu'ils ne sont pas capables d'élever ces enfants, il faut justifier par une enquête sociale que nous prenons ces enfants pour les mettre en lieu sûr. Or, l'orphelinat, c'est quoi? L'orphelinat ne donne que des besoins, ne comble que les besoins matériels. Alors, comme elle vient de dire, il y a les besoins physiques, il y a les besoins affectifs, les besoins cognitifs, les besoins spirituels. Il y a tous ces besoins, les besoins d'appartenance. Et ça fait que les enfants qui vivent dans les orphelinats ont ce manque de résilience. Ils n'arrivent pas à accepter leur situation. Ils vivent ça très, très mal. Alors, la quête de ce père devient une quête permanente. Et voilà. Et il n'y a pas d'aide psychologique pour les aider à devenir des êtres équilibrés. D'accord. Maître Mafetgo, justement, j'en venais, puisque ça a même déjà été abordé. La plupart des cas, un peu comme si on s'en tient simplement à ce qu'on a suivi sur ce plateau, c'est des enfants qui s'engagent à chercher les parents parce qu'il y a eu quelque chose. Alors, il y a pour le cas d'Awa, c'est qu'elle reste tranquille et elle se dit, si elle n'avait pas été malade, ou alors il lui a manqué la présence soit de sa mère, soit de son père, pour être peut-être comblée dans sa vie actuelle. Et Patricia, qui a perdu sa mère, elle se retrouve face à un papa actuel qui ne lui rend pas la vie facile. Pourtant, elle veut aller à l'école. Elle se dit, si elle était vraiment avec son géniteur, elle n'aurait pas connu ce genre de choses, peut-être aussi. Donc, tout part quand même de quelque part pour arriver à ce besoin de rencontrer ou de voir, de retrouver les parents géniteurs. Oui, exactement. Moi, je dirais que ce n'est pas une situation à généraliser. Il faut prendre le problème au cas par cas, parce qu'il y a des parents qui accouchent et qui meurent en accouchant. Est-ce à dire que ces enfants qui sont nés à la suite d'un accouchement difficile, ayant emporté la maman, ne sont pas des personnalités dans notre pays? Moi, je pense qu'il faut prendre le problème au cas par cas. Il n'y a pas de généralité possible. Nous avons également des situations dans lesquelles vous avez un parent qui a fait beaucoup d'enfants, par exemple, peut-être 8 enfants. Si je prends le cas de la maman adoptive de la marraine de Patricia, elle a presque 8 enfants. Alors, elle ne peut même pas envoyer tous les 8 à l'école. Elle peut avoir un frère qui a besoin de lui donner de l'aide, qui peut prendre 2 ou 3 enfants et les envoyer à l'école. Moi, je pense que c'est au cas par cas. Nous avons également des parents qui élèvent eux-mêmes leurs enfants et qui, au final, les enfants sont nuls dans la société. Je ne pense pas qu'il y ait des généralités à faire en ce qui concerne l'espèce humaine. Et je dirais que les actions en recherche de paternité même sont impossibles dans certains cas. Lorsqu'un enfant est adopté, vous ne pouvez pas procéder à une recherche de paternité. Lorsque un enfant est né à la suite d'une procréation médicalement assistée, vous ne pouvez pas engager une recherche de paternité envers le donneur de spermatozoïdes. Lorsque l'enfant n'est pas né viable, vous ne pouvez pas engager une action en recherche de paternité. Lorsque l'enfant est né à la suite de relations incestueuses, les actions en recherche de paternité sont irrecevables. Alors, dans ces hypothèses, est-ce que ces êtres ne sont pas... Est-ce qu'ils sont voués à l'échec? Nous avons des actions en contestation de paternité. Si nous nous retrouvons dans ces hypothèses, il faudrait d'abord contester la première paternité, parce qu'on ne peut pas avoir 2 parents. Vous contestez la première paternité avant de rechercher maintenant la paternité réelle. Nous avons également les hypothèses des faux pères. Si un enfant est né et qu'on a attribué la paternité à un homme riche, par exemple, ça c'est souvent ce que les femmes font, et que l'enfant plus tard s'en rend compte, l'enfant conteste d'abord cette paternité en apportant des éléments factuels ou même le test ADN, et ensuite, après la contestation,
établit donc la paternité réelle envers le père géniteur, donc envers le géniteur. Donc moi je pense que ce sujet ne peut pas être pris globalement parce que nous sommes dans les sociétés, nous sommes dans des familles, nous savons comment ça se passe. Nous avons des enfants qui n'ont même pas connu leurs parents, qui sont des personnalités dans ce pays. On ne peut pas dire que parce que vous avez été élevé par... D'ailleurs, tout ça, c'est ce qui est moderne aujourd'hui. Quand nous remontons, c'est-à-dire ceux avant notre génération, dans la plupart des familles, moi je sors de 2 chefferies, les enfants ne sont même pas souvent élevés par leurs parents directs. Ils sont élevés, par exemple, par la coépouse, par la tante. Ils sont des personnalités. Donc moi, je pense pas qu'on puisse généraliser. Qui savent où se trouvent leurs parents. Oui, non, je voulais dire... Dans ce cas, c'est des enfants qui ne savent pas où sont leurs parents, leurs géniteurs. Oui, mais là, c'était pour apporter une petite observation relativement à ce que la... Madame Docteur Wogeng. Docteur Wogeng a dit tout à l'heure en disant que il faudrait prendre la chose au cas par cas. Dans l'hypothèse où les enfants ne connaissent pas, nous avons le cas de Hawaï de Patricia, ils ne connaissent pas leurs parents. Moi, je pense qu'ils ont des problèmes affectifs. Mais nous pouvons également avoir la chance que dans la société, qu'ils soient des personnalités. Hawaï est une très belle femme, je l'ai vue dans la chambre. Il y a d'autres qui sont couchés là dans la rue, qui n'ont même pas une chambre. Donc moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas connu ses parents qu'on ne réussit pas. Je pense qu'ils ont le plus un problème affectif. Et ce problème affectif, on le vit même avec ceux qui perdent leurs parents à la naissance. On ne sait jamais comment Dieu fait ses calculs. Nous pouvons dire l'idéal serait que l'enfant grandisse, il connaît son père, grandisse avec ses 2 parents, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Nous avons eu la situation de Woum ici à l'époque, sur une famille de 6 personnes. 5 sont décédés, il ne restait qu'une seule personne qui était... Elle a dit que cette personne ne vit pas. D'accord. Alors, oui. Merci bien, mais je pense que j'ai comme l'impression que Maître n'a pas saisi mon propos. J'ai dit que c'était aussi l'occasion d'attirer l'attention des personnes qui prennent les enfants pour élever, d'apporter à ces enfants ce dont ils ont besoin, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau affectif. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que lorsqu'on est orphelin, on ne s'en sort pas, mais je dis là où l'enfant est considéré comme un enfant, qu'il soit bien encadré. Qu'on lui donne ce qu'il... Oui, peu importe qui sont ses parents, que ce soit les cousins, les cousines, parce que quand on dit parents, il y a un contenu dans parents. Donc si je prends un enfant pour élever, il faudrait que je sois vraiment la figure maternelle de cet enfant-là. Si vous, Flavien Valondongo, vous prenez un enfant à élever, vous devez, en mon sens, être la figure paternelle pour cet enfant. Donc dès lors que le couple n'est pas la mère figure maternelle, le père figure paternelle, l'enfant ne sera pas équilibré. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on s'en sort matériellement, on est toujours satisfait sur le plan affectif. C'était la petite nuance que je voulais faire. D'accord. Alors, autre chose, Pauline Machim, le cas de Patricia, par exemple, elle vit avec sa nourrice, c'est-à-dire la femme du papa qu'il a adopté. Oui. Alors, elle, aujourd'hui, elle ne peut pas vivre seule parce que la nourrice a décidé également de l'accompagner, puisque son père adoptif a décidé qu'elle parte, après ce qu'elle a pu raconter tout à l'heure, ça fait que et sa nourrice et elle-même se retrouvent hors de la maison, et le papa reste tranquille. Oui, je comprends très bien la situation. La nourrice a fait ce qu'elle a pu faire. Elle est allée, elle a déposé une plainte au tribunal de Ndokoti, au service social et tout, mais ça n'a pas abouti. Je propose qu'elle aille aussi au ministère de la promotion de la femme et de la famille, parce que ce ministère est là pour ça. Ce monsieur, il vit, il est là, il bosse, il travaille, il a un revenu. On peut carrément le convoquer et lui demander, parce que la petite dit qu'il connaît qui est son père biologique. Elle a dit qu'il connaît, que son tuteur connaît son papa biologique, mais il ne voulait pas
qu'ils aient des contacts, peut-être pour éviter les conflits éventuels de paternité. C'est-à-dire, moi j'éduque, toi tu viens donner, on a toujours l'impression que l'autre vient détruire l'éducation que je donne. Donc à partir de là, je crois qu'on peut remonter. Je suis sûre après, quand que même, le décès de sa mère, il pourrait au moins prendre le courage de dire, ok, voilà la famille de ta mère, voilà tes oncles, voilà ton vrai père ou ton père. Non, il ne pouvait pas le faire puisqu'il avait d'autres intentions. C'était une question de jalousie peut-être. Il a vu la femme. Il a vu un enfant dont il veut en faire la femme, lui, l'épouse, ou bien profiter, abuser d'elle. Il y a cette situation, donc il a ses intentions là derrière, mais il connaît, il est prouvé qu'il connaît qui est son géniteur. Mais il refuse toute confrontation, il refuse de l'aider. Donc déjà, au niveau du service du MINPROF, on peut aider cette fille à retrouver son parent. Il suffit simplement de s'y présenter et je crois que le tour est joué, puisque le monsieur, il est fonctionnaire. Donc, on peut le retrouver. Il n'est pas dans la rue. Alors, il est père de plusieurs enfants aujourd'hui, voilà. Donc, il est père de plusieurs enfants. Son épouse est dans la rue. Et puis, il y a un abandon de famille. Voilà. Il y a tellement... Il n'a pas vraiment pris ses responsabilités. On peut l'y obliger. On peut l'obliger à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son épouse, parce que ce n'est pas un concubinage notoire. Ils sont mariés à l'état civil. Et la loi reconnaît, le MINPROF protège les familles. Et elle a pour l'intérêt des familles. Bon, s'il est question de divorce, que les choses prennent la voie normale. Alors, de là à repudier une femme comme ça, c'est inadmissible. Alors, ce deuxième cas pose deux problèmes. On voit bien qu'il y a une sorte de violence conjugale à ce niveau-là. Et en même temps, l'enfant qui cherche son père, son géniteur, parce qu'elle ne peut plus supporter tout ce qu'elle subit avec ou chez le père adoptif. Oui, nous avons, dans le cas de Patricia, il y a plusieurs actions qui se dégagent. Premièrement, à l'endroit de Patricia, qui est mineure, il y a eu tentative de viol sur cette fille. Oui. C'est une action pénale qui est ouverte, qu'on peut engager. Je ne sais pas quelle est la procédure qu'elle a déposée en Dokoti, mais on peut se rapprocher, on peut l'aider à suivre cette action. Je ne sais pas comment elle a monté sa plainte, est-ce qu'elle a saisi le juge civil, mais nous avons une tentative de viol. Nous avons également à l'endroit de la maman l'abandon de famille. Il y a des actions qui sont ouvertes contre ce monsieur. Il ne peut pas répudier une dame pareille. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, s'il opte pour le divorce, qu'on engage la procédure et qu'il prenne que les conséquences du divorce sur le plan pécuniaire soient réglées. Il ne peut pas se débarrasser d'une femme à 8 enfants et pour un motif vraiment flagrant. C'est trop facile. C'est parce qu'il voulait violer une enfant qu'il a élevée. Donc il faut que ce soit su. Donc j'aimerais, ce dossier m'intéresse particulièrement et il faudrait qu'on sache, il faudrait que je sache où se trouve le dossier, pourquoi c'est bloqué. Donc c'est une affaire qui m'intéresse vraiment. Bon, en fait, je pense que le dossier n'est pas bloqué. Elle a fait des actions contre son mari. Mais dès que le mari a su que la fille l'avait trahi, il les a chassés. Oui. Donc, elle n'a pas encore eu le temps de... C'est le témoignage qui a été fait. Oui, oui. Jusque-là, les actions sont ouvertes. Voilà. Jusque-là, les actions sont ouvertes. Parce qu'il y a l'action que la petite on peut engager pour le compte de la petite. Justement, et également à l'endroit de la maman, les actions sont ouvertes. Alors, je pense que sur ce plateau, la raison qui amène en tout cas ces enfants ici à Regard Social, c'est justement parce que ces enfants veulent retrouver leurs parents. Oui. Alors, quelle est la méthode, par exemple, puisqu'il y a deux cas, on peut aller au cas par cas, bien sûr. Awa, qui connaît au moins le nom du père, le nom de la mère, et avec les noms de quelques oncles aussi, quelques tontons. Oui, je pense que Maître est plus outillé au niveau du droit pour répondre à cette question. Mais moi, je m'intéresserais un peu plus à la dislocation de la cellule familiale parce que ces deux enfants ont chacune une famille maternelle et une famille paternelle. Pourquoi est-ce que personne des deux côtés ne réagit? Moi, j'ose espérer qu'à la fin de cette émission, les personnes vont contacter cette chaîne de télévision pour dire c'est moi tel, je voulais. Parce que moi je dis, nous n'avons pas forcément, nous n'avons pas tous les éléments du puzzle. Parce qu'on ne sait pas pourquoi la famille paternelle ou maternelle
de la défunte Ebga n'a pas cherché à récupérer sa fille. On ne sait pas. C'est peut-être en les rencontrant qu'on saura ce qui s'est réellement passé pour qu'elle reste avec le mari de sa mère au lieu de rester avec la famille de sa mère où il y a justement une famille maternelle et une famille paternelle. Mais je pensais que Patricia avait plutôt parlé de la drague. Je ne savais pas qu'il avait, comme je suis arrivée un peu en retard, qu'il avait... oui, c'est parce qu'on a parlé de viol. Parce que s'il l'a juste dragué, c'est un moment de faiblesse où on doit vraiment attirer son attention. Alors, elle dit il est allé dans la chambre et ce soir-là, il n'y avait pas à manger. Il a invité Patricia à venir chercher l'argent et en voulant lui tendre l'argent, il a attrapé la main de Patricia. C'est ce qu'elle dit. Vraiment. C'est ce qu'elle dit. Oui. Et il lui a proposé de se coucher proche de lui. Elle a dit, s'il insiste, elle va crier. Et le père a lâché. Elle n'est plus allée faire le marché ou alors acheter à manger parce qu'elle n'a plus utilisé cet argent. Elle a jeté un matin, elle s'est mise à raconter l'histoire comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle a fini par dire que c'est de son histoire. Oui, comme Maître l'a dit tantôt, il est souhaitable qu'une procédure soit entamée dans ce sens-là parce que si il a d'autres enfants, filles, il peut avoir risque de récidive si effectivement les faits s'avèrent réels. Donc on devrait justement le convoquer et puis que la justice fasse son travail. Mais en attendant aussi qu'il ramène au moins, qu'il permette à la mère de Patricia et aux enfants de retourner à la maison pour être à l'abri d'un certain nombre de choses. Parce que il y a tellement de choses graves qui se passent, et ce d'autant plus que ce sont les jeunes femmes. Oui, maître, je voulais ajouter que ce monsieur, en plus de ses enfants du premier et du second lit, vit avec un enfant qu'il a fait avant mariage, qui est l'aîné de sa fille. Qui n'est pas le sien. Qui est son enfant, lui, qu'il a fait avant mariage, avant les 2 mariages, qui vit avec... et dont il a abusé. Et c'est cette sœur aînée qui a dit à Patricia que mon papa a abusé de moi, et c'est pour ça que Patricia, quelque part, est restée en alerte. Voilà. Donc c'est cette précision que je voulais faire. Non, ça veut dire que c'est un violeur qui circule dans la vie comme ça. Oui. Il doit être dénoncé. Oui. Puisque vous avez la parole, nous sommes dans des propositions de solutions pour ces 2 cas. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres cas pour des personnes qu'on ne peut pas ou qu'on n'a pas pu avoir sur ce plateau, mais pour les 2 cas que nous avons ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche? Bon, moi, vous êtes à la tête d'une association, on comprend un peu que de temps en temps vous rencontrez des cas comme ça, cas du genre. Mais généralement on procède par conciliation, généralement. Pour le cas de Patricia, par exemple? Ou Oui, alors pour le cas de Patricia, je crois que le problème va facilement se résoudre. Mais je tiens à ce qu'elle aille au MINPROF. C'est très important. Moi, je tiens à ce qu'elle aille au MINPROF. Le MINPROF va pouvoir résoudre ce problème. Déjà, ici, on a offert une tribune à Awa. On va voir les réactions. Mais je suis pour que si REMA a vraiment fonctionné en orphelinat, les doubles des dossiers doivent être au service social. On peut aller chercher là-bas. Oui. Je crois que ce sera en 2001. C'était un Européen, non, REMA? Non? Oui, c'est un Guinéen. Un Guinéen. Voilà. Moi, je pense qu'il faut déjà aller regarder dans les archives au service social. Ils ont des services d'archivage là-bas qui doivent certainement répertorier, puisqu'ils ont des statistiques, ils savent qu'il y a un tel nombre d'orphelinats et chaque orphelinat a tel nombre d'enfants. Et de temps en temps, le service social passe dans les orphelinats s'assurer que les enfants qui sont là-bas ont des traçabilités. Alors, mais qu'est-ce qu'on va rechercher là-bas, puisqu'elle connaît déjà le nom du papa, le nom de la maman? Vous avez le micro, on peut parler dans le micro. Oui. Je disais ceci, moi j'ai vécu, le service social, c'est ce qu'ils font croire. Comme ils viennent, ils vous donnent le bébé, c'est comme ça qu'ils tournent le dos, ils ne viennent plus. Oui, bon, ben, je ne pense pas. Je sais de quoi je parle. J'ai fait 3 orphelinats, parmi lesquels j'ai élevé 6 enfants qui sont mes petites sœurs. Comme ils vous donnent les bébés là, comme ils ont tourné le dos, c'est bye bye.
Mais ça ne veut pas dire que le nom, les conditions, les circonstances dans lesquelles l'enfant a été amené à l'orphelinat ne sont pas matérialisées quelque part. C'est ce que je veux dire. Parce que dans ce cas, si, ce serait trop facile que chaque promoteur d'orphelinat va prendre les enfants n'importe où, les amène, ce serait trop facile. Il y a quand même un contrôle, il faut le reconnaître. Non, ce sont eux qui donnent les enfants, mais oui. ils n'assument pas. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est que lorsque quelqu'un vient avec un enfant, on prend son nom et peut-être le nom de l'enfant aussi. Donc, ses Oui, mais affiliations. parfois, un peu comme les enfants, parce que à l'orphelinat où j'ai grandi, il y avait plusieurs cas. C'est-à-dire, il y a les enfants qui ont des familles, mais qui sont pauvres. Mais là, ce n'est pas le service social qui donne. C'est la maman qui vient, elle demande l'aide. Parce que ma soeur avec qui je vis même, elle a grandi à l'orphelinat. Mais ses parents vivent. Mais ses parents n'avaient pas de moyens. Du coup, ils sont venus voir maman et maman les a donné un coup de main. Donc, parfois, parmi nous, il n'y a pas des orphelins à l'intérieur. Mais en principe, d'accord. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Mais en principe, pour se couvrir, on doit faire une enquête sociale. Sinon, c'est un enfant. Vous l'avez pris ou vous justifiez sa présence dans votre orphelinat. Comment? Donc, on profite aussi pour sensibiliser ces promoteurs d'orphelinat de ne pas détenir les enfants comme ça sans trace, sans preuve de leurs origines. C'est pour ça que beaucoup sont traités de trafiquants d'enfants. D'accord. Oui, il en dit ce qu'on vient pas, mais le mot trafic, là, je n'aime pas le mot là. Tu n'aimes pas le mot? Oui. Bon, je le retire alors. Parce que je vous dites ça de quelle façon? Parce que quand ces gens viennent, n'est-ce pas, ils donnent les enfants. Un peu comme moi, j'ai vieilli à l'orphelinat. Il y a l'une de mes petites sœurs à qui j'ai montré sa photo hier. Elle est à Bafia. Elle est venue petite, elle a vieilli à l'orphelinat. Ce qui veut dire que quand les gens de l'orphelinat ne les font pas adopter, tous vont vieillir là-bas. Non, mais la loi, qu'est-ce que la loi prévoit? Le problème, c'est quoi? J'ai un problème que j'ai avec la loi camerounaise. Nous avons 3 majorités. Il y a une majorité de 18 ans. Il y a la majorité de 18 ans qui est la majorité pénale. Il y a une majorité de 20 ans qui est la majorité électorale. Il y a une majorité de 21 ans qui est la majorité civile. Mais en principe, l'enfant, tel que reconnu par le Cameroun qui a signé la Convention relative aux droits des enfants, c'est de 0 à 18 ans. Ça veut dire que l'objectif de l'orphelinat doit pouvoir être d'accompagner l'enfant et le préparer à la resocialisation. Très bien. En principe, après 18 ans, un enfant ne doit plus être dans un orphelinat. Très bien. Alors, vous avez, Maître Mafetgo Clémence, vous semblez avoir le secret parce que peut-être à partir de vous, on saura comment est-ce qu'on peut évoluer, quel est le processus pour que ces enfants retrouvent leurs parents à côté de ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire citer le nom des parents, et que ce soit le père, la mère, et également les prénoms même de certains tontons pour ce qui est de Patricia. Oui, je dirais que je peux revenir à moi-même. J'ai fait le lycée technique de Koumassi et j'ai fait le CS de Bonandoumbe. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons une association des anciens, les élèves du lycée. Et je vous dirais que lorsque nous retrouvons dans cette association, ceux qui n'ont pas évolué, on les retrouve facilement pas. Certaines sont allées se marier au village, ils ne sont même pas sur Facebook. Donc, celle-là qui est allée au village se marier et qui ne sait même pas manipuler un clavier, si on la recherche entre nous, là, on ne la retrouvera jamais. Alors, je dirais que je reviens sur les 2 cas que nous avons sur le plateau en ce moment. Elles sont restées, je préfère le dire, entre guillemets, dans leur petit coin. Parce que si je prends le milieu que ces enfants fréquentent, ce n'est pas des milieux publics. Si on parle de moi, c'est facile de me repérer. Si on parle de Flavien, c'est facile de le repérer. Alors, ces 2 enfants sont restés dans les orphelinats qui sont des milieux restreints. Elle vous a dit tantôt qu'elle n'arrivait même plus à s'exprimer, à exposer son cas à certaines personnes. Ça veut dire qu'elle est restée un peu comme dans un œuf. Au jour d'aujourd'hui, une tribune lui a été offerte, merci à Equinos, et c'est une tribune nationale et internationale. Donc voilà déjà un élément factuel, un courroie de transmission qui lui permet d'atteindre les personnes cibles. Entre autres, son père, la famille de son père ou d'autres relations. Elle peut avoir une camarade de classe qui est restée dans le milieu et qui est connectée, par exemple, peut-être à sa famille. Donc nous avons cette tribune qui est ouverte. Nous avons les réseaux sociaux.
Nous pouvons continuer les recherches sur les réseaux sociaux. Nous avons des associations, des réunions. Moi, j'exhorte tous les téléspectateurs à balancer le nom de ces géniteurs sur les réseaux sociaux au maximum pour qu'on les retrouve afin d'arrêter l'hémorragie. Et je dirais que lorsque cette vulgarisation sera faite, je suis persuadée que ces géniteurs feront surface s'ils vivent. Et nous avons, les chaînes de télévision ou les réseaux sociaux, il y a des témoignages, il y a des membres de la famille qu'on peut remonter. Oui. Si je prends le cas de la petite Patricia, oui. C'est vrai que le géniteur qui a voulu utiliser cette fille comme une épouse ou comme je sais pas, ou comme un objet de plaisir sexuel, et c'est pour ça qu'il n'a pas permis à cette petite fille de retrouver sa famille utérine. Alors, nous pouvons également aider cette fille parce que c'est vrai que nous sommes là, nous sommes outillés, nous sommes avertis. Elle n'a pas autant d'astuces que nous autres sur ce plateau. Elle pouvait également passer par les membres de la famille de son père adoptif pour remonter la pente parce que sa maman vivait là, elle est décédée. Mais entre-temps, il y a même la famille de ce monsieur qui a quand même eu un contact avec sa maman qui est décédée. Et je pense que c'est parce qu'elle est jeune, elle est petite. Elle ne sait pas qu'on peut utiliser... Elle a même dit qu'il y a un tonton qui est venu à la maison, tonton Emmanuel, quelque chose comme ça. Voilà, mais elle n'est pas outillée. Parce que pour faire ces recherches, il faudrait qu'elle soit fine. Qu'elle soit fine, parce que je suis persuadée que ce père ne peut pas lui accorder la possibilité de retrouver les membres de la famille qui connaissent sa famille utérine. Donc nous pouvons déjà, le hasard a voulu que nous soyons là, nous sommes outillés. Nous pouvons les aider à retrouver leurs parents. Nous sommes astucieux, nous avons une certaine intelligence que ces enfants n'ont pas. Nous pouvons les aider à retrouver leurs parents et que la vulgarisation soit faite. Et j'appelle tous les téléspectateurs à balancer les noms sur les réseaux sociaux, que ces parents soient contactés pour qu'ils puissent arrêter l'hémorragie. Merci. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci également à nos chers téléspectateurs qui sont restés avec nous jusqu'ici. Puisque l'émission n'est pas achevée, nous allons poursuivre avec les différents cas sociaux proposés. Quelqu'un, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Non, je voulais juste dire que parfois, certains parents ont peur de nouer le contact avec leurs enfants parce qu'ils ne savent pas trop quel est le comportement, le comportement de l'enfant. Et je me dis, il gagnerait quand même s'il faut laisser l'enfant là où il a grandi, à garder à nouer le contact avec leurs enfants, quitte à ce qu'ils apprennent à se connaître avec le temps. Donc, enfin, du moins, ne pas les connaître ne devrait pas être une raison pour les ignorer complètement. Mais il faut les connaître quand même. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Alors, merci. Une fois encore, et nous allons vous proposer les différents cas sociaux qui sont déjà passés sur ce plateau. Voyez-vous, le cas notamment de Porez, qui souffre de cette pathologie appelée spina bifida. C'est une maladie, c'est un enfant que vous aurez à découvrir dans ce reportage. Juste après ce reportage, nous allons accueillir Irène Tembe. On n'apprend pas à marcher, du moins pas à son âge. C'est le constat fait. Malheureusement, les finances ont fait défaut. On nous a renvoyé de partir d'abord rester avec lui pour qu'il puisse au moins savoir 3 mois à 4 mois. Pour qu'on retourne avec lui à Bingo, toujours à Bamenda.
Et je ne suis pas allée à Bingo parce qu'il n'y avait pas de moyens. Se déplace de la sorte depuis ses premiers jours de marche sur terre. Mirabel, qui s'occupe de son enfant, se souvient que ce dernier n'est pas sorti de ses entrailles en santé. Et que mon fils d'abord est né avec une blessure au dos. Et la blessure soignait un liquide vert. On a demandé au docteur que c'est quoi. Le docteur nous a dit qu'il ne connaît pas. Il nous a plutôt transféré à Bamenda. La génitrice, soucieuse de l'avenir de son fils, n'est pas restée bras croisés après le constat fait. Malheureusement, les finances ont fait défaut. On nous a renvoyé de partir d'abord rester avec lui pour qu'il puisse au moins savoir 3 mois à 4 mois. Pour qu'on retourne avec lui à Bingo, toujours à Bamenda. Et je ne suis pas allée à Bingo parce qu'il n'y avait pas de moyens. On n'avait pas d'argent pour lui ramener là-bas. Dans la famille, c'est le choc. Celui de voir un enfant naître avec une blessure sur le dos qui se transforme plus tard en une bosse inquiétante. Quand j'étais enceinte, j'ai fait les visites prénatales. Le docteur m'a dit de faire l'échographie. On n'avait pas l'argent pour faire l'échographie. Donc, jusqu'à ce que j'ai accouché. On a décidé à un moment donné de reprendre encore la voie de l'hôpital. Bon, arrivé donc à l'hôpital, le médecin nous a fait comprendre qu'il fallait procéder à une opération. Alors financièrement, on est abattu. On ne savait plus sur quel pied jouer. Deporès, c'est le prénom de cet enfant malade qui voit ses membres inférieurs se déformer au fil du temps, certainement à cause de la bosse qu'il traîne sur son dos et qui ne cesse de prendre du volume. Nous l'avions amené consulter des médecins avec examen établi pas de suite. Alors qu'à un moment donné, on a cru que c'était des trucs un peu mystiques. Bon, on a essayé de chercher dans toutes les voies des moyens, rencontrer les différents praticiens, toujours sans résultat. Donc vraiment là où nous sommes déjà débordés, épuisés financièrement, on ne sait plus sur quel pied jouer. Souvent, je ne le porte qu'à la main. Quand il refuse le dos, je le tiens à la main. Parce qu'il ne marche pas bien. Il marche en tombant. Il faut que quelqu'un tienne sa main pour qu'il puisse se mettre debout. Deporès est un enfant qui retient toutes les attentions au quartier comme ailleurs. Sa famille, qui vit sous le seuil de la pauvreté, est impuissante face à son mal. Quand je marche avec lui, d'autres personnes me disent qu'ils n'ont jamais vu ce genre de choses-là. Donc, d'autres personnes lui fuient même seulement. Il y a les gens qui lui fuient. Quand il veut affronter certaines personnes, on lui bouscule. On dit va. Certains parents au quartier disent qu'ils n'approchent pas leurs enfants parce qu'ils peuvent aussi leur contaminer ce genre de maladie. Tout ce qu'il a besoin, on lui fait seulement. Donc, il peut même pisser en une journée 5 fois, 6 fois, 10 fois même. On l'aide à tout faire. Il a beaucoup de problèmes. Quand il est malade, je ne sais pas quoi lui donner. Je me dis que peut-être que c'est la bosse le dos qui fait à ce qu'il est malade. Ses pieds sont tordus, donc je ne sais pas exactement ce que je peux lui donner. Donc je suis que c'est la bosse qui fait des trucs comme ça. L'idée d'une maladie mystique dont les causes sont méconnues par les parents a même effleuré leurs pensées, d'où le séjour passé auprès des tradipraticiens qui malheureusement ont été incapables de solutionner le problème de l'enfant. Partout où nous sommes passés, chez les tradipraticiens par exemple, ils nous ont fait comprendre que c'était une maladie mystique. Nous, on a demandé à savoir si on pouvait vraiment parler à cela. Ils ont dit oui, qu'ils pouvaient faire à leur mieux. Bon, nous avions essayé de mettre tous les moyens qu'il fallait pour cela. Mais nous sommes toujours surpris qu'il n'y a pas d'avancement. La maladie ne fait que s'avancer du jour au lendemain. Dur pour cette maman de vivre avec son fils
dans cet état. Morel, la tante du petit Déporès, n'est pas insensible. Moi aussi, je suis une maman. Donc quand il voit un enfant à son état, à son jeune âge souffrir comme ça me fait pas grave. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup ici à la maison. Donc j'ai trop pitié de lui. J'ai tellement pitié de lui. Donc les âmes de bonne volonté puissent nous aider, qui se rétablissent comme d'autres enfants. Parce que même pour jouer, c'est des problèmes. Quand il voit d'autres enfants jouer, pour jouer pour lui, c'est des problèmes. Il n'est pas bien à jouer. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? La famille se confie à vous pour non seulement tenter de comprendre le phénomène, mais aussi trouver la solution. Puisque là maintenant, les petits moyens que nous avions eu à amasser pour cet enfant est épuisé. Alors nous ne comptons que sur des armes de bonne volonté pour pouvoir nous venir en aide. Il s'agit du cas du petit Déporès qui souffre de spina bifida. C'est une pathologie qui traumatise des enfants depuis quelque temps. On la retrouve au Cameroun et même ailleurs. Avec nous sur ce plateau, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Le cas de Déporès. Oui. Nous voulons avoir une idée de la situation financière de ce cas. Tout à fait. Depuis la date du 21 novembre 2019, les différentes contributions pour le cas du bébé Dépro sont les suivantes. Couple Kamga, 1000 francs. Wabou Patrice, 2500. Groupe caritatif Les 13e Apôtres, 25 000. Famille Bakami, 5 000. Monsieur Fossia Yaoundé, 1000 francs. Enfant Michel Tatué, 5 000. Kanya, 10 000. Bienfaitrice, 10 000. Anonyme Carrefour des Deux Plages, 15 000. Foguiem Coigne Divine Chanel de Yaoundé, 5 000. SKR de KM, 5 000. Madame Matenge, 1500. Joël, 2500. Madame Kamdoum Florence, 5 000. Francis Kadoum, 1000 francs. Jacob Gwa Assa Inbamenda, 2 000. Kouamou Wandi, 2 000. Edouard Young, 1500. Eric Dicho, 1000 francs. Marguerite Armel Ngono, 2650. Kosperek Manfo Tafon, 1000 francs. Roger Nyassa Nyassa, 2500. Nanango, 1000 francs. Roméo Camier, 1000 francs. Elvis Le Grand de Fonzoko, 2000. Élise Priscille Ngameni, 2000. Gladys Touko Kameni, 2000. Leclerc Njomka Ako, 2000. David Kene, 2000. Na Mardelaine Bebanchonga, 5000. Madame Manga de Boya, 10 000. Monsieur Ndiki Alphonse, 10 champions, 5000. Jules Alberoni Youmini, 1500. Bassa Community Association, 110 000. Mutuel Balako de Bonamoussadi, 1000 francs. Martin Sioué de Bafan, 4 000. Famille Caillou, 2500. La sœur Stéphanie de l'église catholique de Besseke, 1500. Catéchumène de la paroisse Sainte-Monique de Makepe, 40 000. Choukzine Isaac, 5 000. Bienfaiteur de rond-point des dos, 5 000. Maman Jeannette, 1000 francs. Franck Eboa, 5 000. Famille Ngata, 2500. Bienfaitrice de Ndorpassi 2, 3500. Bienfaiteur de village, 10 000. Madame Fongo, 5 000. Monsieur Appa, 3 000. Fleur de Bafoussam, 5 000 francs. Nous avons un montant de 309 650 francs CFA pour le cas du petit Dépros atteint du spina bifida. Alors, c'est ce que nous avons déjà collecté jusqu'ici. Tout à fait. Les téléspectateurs qui continuent de contribuer pour le petit Déporès et qui souffre donc de spina bifida, qui a besoin d'être opéré pour être rétabli dans ses formes. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Et en même temps, il y a un autre cas.
Tout à fait. Le cas de Norine? Oui, il y a également le cas de Honorine, c'est-à-dire une autre dame qui a atteint d'une grossesse imaginaire depuis des années. Les contributions depuis la date du 30 octobre... Il faut déjà rappeler que elle mérite une évacuation sanitaire. Elle bénéficie d'une évacuation sanitaire. Oui, elle bénéficie d'une évacuation sanitaire. Il faut beaucoup d'argent pour son évacuation sanitaire. Tout à fait. Raison pour laquelle nous demandons aux âmes de bonne volonté de continuer à mettre la machine de la solidarité en route via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de notre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16. Et à la suite de cela, nous allons continuer les contributions. Une chrétienne de Konsamba, 5 000 francs. Association des femmes catholiques de Ngaoundal, 10 000. Enfant comblé, 1 000 francs. Norbert Constantine, 1 000 francs. Edwige Ngandjou. Nous allons d'abord avoir quelques extraits de l'élément de Honorine. Oui, il est question de permettre aux téléspectateurs de savoir de qui il s'agit concrètement. Donc, il s'agit d'Honorine. Nous proposons de regarder quelques images et juste après, Irène Tembe vous donnera la situation financière d'Honorine. L'hospitalisation d'Honorine, à côté des visites des membres de la famille, n'est pas un séjour de plaisir. Le cas d'Honorine est un cas qui fait effectivement réfléchir parce que c'est un cas assez atypique et qui pour autant fait intervenir plusieurs aspects de la médecine. Notamment, il faudrait tirer des relations entre différents systèmes pour avoir une conclusion claire. Donc, depuis son admission, elle a eu des examens et elle a eu des investigations qui ont été poussées. Et de cela, on pourrait tirer une conclusion assez intéressante. Celle selon laquelle il n'existe pas de pathologie qui naît spontanément. Mais dans son histoire, on relève que depuis son enfance, elle avait déjà des problèmes lorsqu'elle faisait du sport à la maison, lorsqu'elle faisait du sport à l'école, autant pour moi, et lorsqu'elle faisait des travaux champêtres. Donc de là, on pourrait déjà avoir la puce à l'oreille pour savoir de quelle pourrait être l'origine de ce problème. Effectivement, dans nos analyses avec le docteur Morisseau, nous avons eu à l'esprit de faire des échographies qui ont révélé des altérations au niveau de son foie et lui sera mieux placé pour vous expliquer. Et de là, nous pourrons avoir une conclusion claire avec les autres spécialistes qui auront aussi vu Honorine. La batterie d'examen est dictée par Dr Mauricio Foud. Échographique pour explorer les différents organes tels que le foie, le rein et surtout les vaisseaux du foie. Ah, on a quand même déjà une idée. Hein? On va essayer de confirmer avec certains examens biologiques. Le prélèvement sanguin pour l'élastographie hépatique rentre dans le registre des examens que doit subir Honorine. Du bilan hépatique, en passant par la gynécologie et la cardiologie, le cas social de regard social interné à Jos Mediclinique aura été exploré par un collège des spécialistes de la médecine, engagé et déterminé à en découdre. Merci de venir pour le suivi de ce malade qui nous a été confié. Cette malade a bénéficié
d'échange d'une équipe pluridisciplinaire, d'une gastro-entérologue, deux cardiologues, un néphrologue et un médecin interniste. Et aussi une batterie d'examens biologiques, radiologiques et histologiques qui ont été même envoyés dans certains instituts en Europe. Maintenant, vu la gravité, l'évolution de la maladie, elle nécessite probablement, après l'avis du cardiologue, elle nécessite probablement une transplantation cardiaque. Voilà ce que nous avons conclu. Durant 2 semaines, Honorine aura tout entendu et tout vu. Cette ponction doit être seulement à soulager le cœur qui est déjà défaillant. Donc, pour vraiment soigner le mal à la racine, ces gens faire une transplantation cardiaque qui pourra aussi améliorer l'état du foie qui est aussi atteint ce qu'on appelle une cirrhose d'origine cardiaque. Honorine a gratuitement été prise en charge par l'équipe médicale de JOS Mediclinic. Tout cela est évalué à plus de 2 millions de francs CFA. Dans cette facture, dans le total de cette facture, là, le détail, c'est les consultations parce qu'elle a fait plusieurs consultations chez nous. Elle a consulté les cardio, d'autres gastro qui sont venus la consulter. Il fallait payer les prestations. Elle a fait des examens, des bilans sanguins, des explorations et les consommations des médicaments qu'elle a pris depuis qu'elle est arrivée chez nous. La nutrition, la chambre, c'est tout ça qui fait le montant de 2 111 000. De quoi souffre Honorine? Il était question de savoir si cette masse qu'on avait cette masse que portait Honorine, c'était une masse qui avait une provenance gynécologique, gastro-entérologique ou bien cardiovasculaire. Alors, moi je l'ai exploré, mais on a discuté. Il ressort que ses ovaires sont en forme, il n'y a pas de problème au niveau de ses ovaires. Son utérus s'étrangle. Sur le plan gynécologique, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un cancer de l'ovaire, c'est ce qu'on pourrait penser. Ce n'est ni un cancer de l'endomètre, ni un cancer de la trompe, ni une autre maladie qui peut donner ce genre de situation qu'on appelle le syndrome de Desmond-Smith. C'est ce à quoi nous pensons le plus, c'est-à-dire une tumeur ovarienne qui va entraîner une sécrétion de l'eau dans le ventre et parfois aussi dans les poumons. On a exploré, on a fait tous les examens possibles, on n'a rien trouvé de ce genre. On a fait énormément d'examens, on a même fait des examens à visée cardiologique, à visée autant pour moi cancérologique. On s'est rendu compte que tous ces examens étaient normaux. On ne va pas se mettre ici à détailler tous ces examens, mais il faut savoir que toutes ces choses-là ont été faites chez Honorine et c'est tout à fait normal. C'est simplement sur le plan cardiologique et hépatique qu'on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes. Que peut-être si la médecine avait été développée pendant qu'on l'accouchait, peut-être qu'on aurait pu faire un diagnostic anténatal. Ça, peut-être qu'on va essayer de voir. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu détecter en anténatal et que peut-être aussi on aurait pu apporter une solution assez précocement parce que plus tôt c'est détecté, plus tôt on fait un traitement. Nous avons reçu Honorine pour une distension abdominale avec plus ou moins les pieds qui gonflaient, avec cette notion d'absence de règles qui durait environ depuis 9 ans. En tant que gastro-entérologue, il existe plusieurs raisons qui pouvaient expliquer cette distension abdominale. Dans le sphère de la gastro-entérologie, on pense au foie. Honorine, heureusement, n'avait pas de... Et voilà donc le cas de Honorine qui a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Alors, ça, elle est éligible à l'évacuation sanitaire, c'est ce qu'on devrait dire. Il faut davantage de moyens financiers pour son cas, pour cette évacuation sanitaire, Irène. Oui, il faut davantage de moyens financiers parce qu'une évacuation sanitaire, comme on le sait, c'est pas la mer à côté, c'est quelque chose de... C'est énorme, là, le montant et tout, et on a donc besoin que la machine de la solidarité se mette en marche pour que cette jeune dame puisse retrouver le sourire, qu'elle soit éclatante, que sa beauté rayonne, comme on le voit déjà dans la vidéo, parce qu'il y a cette lueur d'espoir qui compte sur vous, chers bienfaiteurs. Et à la suite de cela, nous allons continuer avec les contributions. Depuis le 30 octobre 2019, les différentes contributions sont dans les suivantes. Yoba Bernard, 5 000 francs.
une chrétienne de Konsamba, 5 000 francs. L'association des femmes catholiques de Ngaoundal, 10 000 francs. Enfant comblé, 1 000 francs. Norbert Constantine, 1 000 francs. Edwige Karine Gadjo, 5 000. Nadège Aimé, 1 000 francs. Godem Florence, 1 500. Jaurès Tiamba, 3 000. Augustin Sarah, 5 000. Marcel Ziazo, 1 000 francs. Pegnan Ferdinand, 2 000. Couple Bahira, 10 000. Veuve de Grand Moulin, 2 000. Maman Evelyne de Yaoundé, 5 000. Madame Thiagué, 25 000. Orki depuis Ambam, 8 000. JPKD, 1 000 francs. Une famille anonyme au Cameroun, 19 125 francs. Bienfaiteur, 5 000. Alicia Ndongo, 10 000. Eliane Tchade, 5 000. Et Djangadjeu Donné, 4 000. Famille MKH, Mifin Konki au plateau de la cité B de Diboum, 10 000 francs. Nanambakop, 3 000 francs. La famille de Douala, 10 500. La famille Minier Eric Abafoussam, 5 000 francs. Djeli depuis Douala, 20 000. AT, 2 000. Famille Guy Foster, 5 000. Master Papeterie, 40 000. Mbakop Nana, 3 000 francs. GSS Groupe Solidarité Sonel, 50 000. Madame Fongo Injombe, 5 000. Une inconnue, 5 000. Mamie Marc de la Cité des Palmiers, 1 500. Anonymat, 2 000. Yumbisi, 1 500. Monsieur Appa, 3 000. Merlin Solefac, 3 000. Florence Pélindieu Malé, 1 000 francs. Mon Jacques Yoki, 5 000. Famille Bienfaitrice, 10 000. Benjamin, 5 000. Alain Patrick Godio, 1 000 francs. Serge Aimé Molium, 1 500. Esther Etua Bila, épouse d'Ibili, 2 000. Blandine Tato, 2 000. Peter Chameni Kweta, 1 000 francs. Laetitia Tiague Chouao, 5 000. Kamgep, épouse Nouma Lieu-Marthe, 1 500. Freddy Kamwe Mela, 5 000 francs. Nous avons un montant de 1 816 676 francs CFA pour le cas d'Honorine. Honorine qui a toujours besoin, qui vous tend la main et qui a toujours besoin d'argent pour pouvoir pour bénéficier de son évacuation sanitaire. Tout à fait. Voyez-vous, ça reste donc une situation à gérer. Ça reste une situation très très gérable. Il suffit tout simplement que la machine de la solidarité mette le train en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16 et bien vouloir, chers bienfaiteurs, nous faire parvenir un message pour préciser votre nom, le montant et le cas social pour lequel vous avez contribué. Merci à vous, Irène Témé. Merci également à vous, Flavien Ndongo. Et à jeudi prochain. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Eric Ouattat, Cédric Chouna, Cédric Nana, Georges Mitterrandam, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social. Et bien entendu, Dani Warren Zedeki, le réalisateur de cette émission. Le public est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Flavien Ndongo. Au revoir.